Ou un peu comme République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans le Juste Bistrot, les copains, nouvelle semaine, on est lundi et ça c'est bien. Enfin ça c'est bien parce que on dira ce qu'on veut mais c'est le chemin le plus court vers le vendredi, vers le week-end. Voilà les copains, j'espère que vous êtes en forme, voilà, que vous avez passé un bon week-end. Ah, on commence à se peler le fion, là ça y est, là on y est. Il y a de la neige, ça bricole, je sais pas par où vous êtes, mais ça commence à tomber. À Lausanne, ça y est, c'est tombé. J'étais en vadrouille vers Interlaken, c'est joli comme tout, mais il fait froid. Ah, on se pèle le fiac, on va pas se mentir. Donc là, ça y est, Noël s'installe. Dans 4 jours, c'est Noël, l'ambiance de Noël, marché de Noël. On a enfin une excuse pour se pochetronner la gueule en pleine semaine. Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire... vin chaud, ouais, mais il est midi. Ah ouais, mais c'est l'esprit de Noël, d'accord. Donc ça, c'est bien, ça c'est très important. C'est très important de partir là-dessus. Donc nouvelle semaine, on est sur un rasage là, ça y est. Hein, c'est du Gillette Mac 3, donc c'est quand même assez sérieux en termes de lame. Ah, on est sur de la peau de cul de dauphin. Là, tu peux pas mieux. Donc voilà les amis. J'espère que ça va, que vous êtes au taquet. Voilà, il faut le dire, ça c'est le plus important. Vous êtes déjà nombreux aujourd'hui dans ce Juste Bistrot où la famille ne cesse de grandir. Alors aujourd'hui,
Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de sujets à évoquer parce que le week-end est là, hein. Le week-end est là, évidemment. Donc, on a des choses à rattraper de ce week-end que de la pépite. Aujourd'hui, on a de la belle pépite. Il y en a certaines qui sont tombées aujourd'hui. Et on va se mettre aussi, on va se faire plaisir avec le duel Onfray Apolline de Malherbe. Vous savez que j'ai j'ai le cœur moelleux quand je parle de Michel Onfray. Je n'arrive pas à le condamner pleinement. On en a parlé mille et une fois, mais il a encore été magistral, hein, face à Apolline de Malherbe. On va se mater ça, on va se le regarder et on va parler de différentes choses aujourd'hui. Il va y avoir de la loi immigration, il va y avoir... alors Crépol, on va en parler demain parce que ça commence aussi à me casser les pieds cette affaire. Ah non, tout le monde se perd dans des termes, dans des mots de est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il faut pas dire ça, alors que c'est la guerre civile. Arrêtons de parler de néo-nazis, de fachos, d'émigrés, de je sais pas quoi. C'est la guerre civile. Point. Voilà. On va commencer à mettre les pieds dans le plat parce que ça commence à m'enquiquiner un petit peu. On va parler de ça peut-être demain, je pense. Il y aura une émission complète sur cette affaire. Et ce soir, ça c'est exceptionnel. Et je suis content comme tout. Là, vous avez une double dose. Là, l'esprit de Noël. Il est né le divin enfant. Au Jaja, il n'y a pas moyen de Jaja. Ce soir, je serai à 21h. Donc là, prévoyez la soirée. Ce soir, il n'y a pas de Harry Potter à la télé sur TF1. Harry Potter, il va se faire cuire le cul. Je suis chez Dirty Tommy, l'ami Dirty Tommy qu'on avait reçu sur Juste Milieu, rappelez-vous. Il y a un petit bout de temps, ça doit faire un mois environ. On va débriefer ensemble Napoléon. Voilà, et ça va être chouette parce que lui, il a adoré. Moi, j'ai détesté. Voilà, donc j'avais prévu de vous en parler en fin de semaine dernière, puis j'avais prévu de vous en parler aujourd'hui. Mais là, je vais chez l'ami Dirty Tommy. Donc, du coup, je vous dis rien. Rendez-vous à 21h, ce sera en direct. Voilà, chez Dirty Tommy. Ah, j'ai bossé. Ah, vous allez voir, j'ai bossé mon Napoléon. De toute façon, il n'y a rien à la télé. Il y a Sur le front, c'est le truc d'Hugo Clément. Apparemment, c'est Sur le front, c'est le nom de l'émission. C'est marrant parce que la dernière fois que j'ai lu ce titre-là, c'était un film porno. Ouais, ouais. Bon, tu vois, il y a Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal sur W9. On n'en a rien à foutre. Donc venez chez Dirty Tommy. Venez chez Dirty Tommy, on va parler de Napoléon. Ça va envoyer du bois. Il y a mon Yang Daouda qui dit dans le chat, moi j'ai adoré. Donc ça va être chouette. Ah, j'ai détesté. Mais j'ai des arguments. Attention. Ouais. Non, j'ai bossé. J'ai bossé. Moi, je l'adore. En plus Dirty Tommy, on va se régaler. Voilà, les copains, donc vous avez le rendez-vous. Ce sera à 21h. Mais en attendant, on va parler entre nous. On va parler entre nous. On va papoter. Il y a Seb Tamaï qui nous dit j'y suis allé hier soir. Effectivement, ça ne casse pas la patte à un canard. Donc, déjà, on parle d'un canard boiteux. Parce que si tu lui pètes pas la patte qui lui reste, on est foutu. Déjà, on est foutu. Donc, voilà, les amis. Une belle journée, et rendez-vous sur YouTube, sur la chaîne de Dirty Tommy, hein, les amis, c'est sur la chaîne de Dirty Tommy, ce sera pas sur Juste Milieu. Il était venu la dernière fois, le principe des matchs aller-retour, comme ça on contente tout le monde et ça fait plaisir. Voilà, ça je suis sympa comme tout, et d'ailleurs on aime la chanson également Dirty Old Town, voilà, parce qu'il y a Dirty Tommy, Dirty Old Town, j'aime la chanson, j'aime l'Irlande, j'aime l'ivresse, voilà, et on parlera de l'Irlande, ça va vite, hein. C'est lundi, vous avez noté, j'ai du gaz. On en reparlera pas en fin de semaine parce que j'aurai plus de gaz. Donc là, faut profiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va parler putain, je m'en mêle les pinceaux. On va parler de ce qui s'est passé à Crépol demain et on va parler aussi de ce qui s'est passé en Irlande. Je voulais prendre du temps hein, pour parler un petit peu de tout ça et vous donner mon avis sur tout ça avec nos amis irlandais qui nous ont donné une belle leçon. Voilà. Et je vous en dis pas plus pour l'instant. On en parlera demain. Voilà. Le rendez-vous est pris. Vous le dites, hein. Vous le dites. Les copains, pas mal de choses aujourd'hui, pas mal de séquences, franchement. Tu vois, je les ai, hein, j'ai mon script sous les yeux, je sais ce dont je vais vous parler. Ça m'énerve déjà. Ça m'énerve déjà. Il y a pas mal de choses. Je regarde un petit peu dans le chat, les copains, parce que je discute avec tout le monde, ça fait plaisir. Il y a Matt Lezette, que j'embrasse, qui dit tu vas nous parler des Pays-Bas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise aux Pays-Bas? Oui, effectivement, on a un parti d'extrême droite qui a gagné les élections. Je ne vais pas dire à l'avance, parce que je ne suis pas devin, je ne suis pas Bruno Le Maire, je ne vais pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Maintenant, si c'est comme Giorgia Meloni, si vous voulez, on s'en cire. Hein. On va pas se mentir, on n'en a rien à foutre. Hein.
Si maintenant, chaque parti d'extrême droite qui arrive au pouvoir nous fait une Giorgia Meloni, c'est-à-dire à trahir les espoirs des peuples qui pensent voir dans ces partis-là l'ultime solution après avoir tout essayé, bah oui, si vous voulez, c'est l'extrême droite. Mais même si vous voulez, dans 10 ans, on pourra élire des partis extrême droite. On pourra même les appeler les super méchants, hein, ce qui permettra à Libération de faire des unes toujours plus énervées. Mais si c'est pour derrière que les peuples soient encore une fois les dindons de la farce, je vois pas vraiment l'intérêt. On va pas se mentir. Donc on va voir ce que va faire ce parti au pouvoir. Mais non, je vous avoue, j'avais pas prévu d'en parler. Pas plus à dire, hein, pas plus à dire. Voilà, il y a BPMco qui nous dit dans le chat, c'est une bonne idée. L'ultime droite, on peut appeler ça, tu vois, les néo-nazis premium gold supplément, ça fait peur. On peut même aller jusque-là, hein, moi j'ai pas de problème. Hein. Mais bon, voilà. Maintenant, avec la jurisprudence Mélanie, moi je me méfie sincèrement. Et puis d'ailleurs, rappelons quand même que c'est sous le gouvernement de Mark Rutte, donc le prédécesseur de ce parti d'extrême droite au pouvoir, c'est sous la gouvernance de Mark Rutte qu'on a tiré à balles réelles sur des gens aux Pays-Bas. Hein, sur les manifestations en temps de Covid, c'était du côté de Rotterdam et également sur des agriculteurs quelques mois plus tard. Donc comme quoi, les Pays-Bas étaient apparemment déjà prêts aux méthodes d'extrême droite, de la violence dirigée face au peuple. Hein. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses, remettre le puzzle dans l'ordre, j'ai envie de dire. Hein, to put the puzzle in the order, parce que sinon on va pas y arriver. Donc voilà, Pays-Bas, affaire à suivre. Ce qu'on a chez nous en France, qui est déjà pas mal. Alors ça, c'est la première nouvelle. Et là, sortez les mouchoirs. Sortez les mouchoirs, parce que là... Anne Hidalgo a quitté Twitter. Elle l'a officialisé aujourd'hui. Merci à DI2S qui vient de subprime, merci beaucoup. Elle a quitté Twitter avec un post qui est très très long. Alors on va pas tout lire parce que sincèrement, même Télé Loisirs à côté, c'est collection La Pléiade. Mais là apparemment c'est très grave. Hein. Elle a fait un post. Hein. Pourquoi je quitte Twitter ? J'ai pris la décision de quitter Twitter. Loin d'être l'outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l'information au plus grand nombre, Twitter est devenu, ces dernières années, l'arme de destruction massive de nos démocraties. Moi, je pensais que ce qui détruisait la démocratie, c'était les élus qui trichaient et qui se foutaient de la gueule du peuple. Non. Le problème, c'est Twitter. Voilà. Il y a des élus qui font du détournement de pognon, de l'utilisation abusive d'argent public, mais le problème, c'est Twitter. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dans un cambriolage, le problème, c'est pas le voleur. C'est le serrurier qui t'a installé une porte pas assez résistante. C'est ça le truc. Je sais que les gens ne comprennent pas, mais bon, c'est comme ça. Bon, d'ailleurs, elle quitte Twitter, elle a pris la décision. Bon, c'est pas encore en place. Hein. On va voir. Hein. On va attendre. Mais bon, elle a dit, c'est grave. Hein. Le vrai danger, c'est Twitter. Donc, en fait, on pourrait se contenter de parler de l'affaire Hidalgo Twitter pour résumer tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais plus quelle est cette belle phrase qui parle de ça. Enfin, en même temps, c'est aussi cette phrase dans le film. Vous savez, l'homme qui tua Liberty Valance, John Ford. Quand la légende ne correspond pas à la réalité, imprimons la légende. C'est la phrase à la scène du film. Bon, je te la dis pas mot pour mot, mais c'est l'idée. Et un type qui explique que voilà, parfois, il faut s'arranger avec la réalité. Bah, la phrase d'Anne Hidalgo, c'est ça. Je veux dire, vous avez des représentants politiques, des politiciens, qui aujourd'hui en viennent à s'en prendre à des choses qui n'ont rien à voir avec leur action. Je veux dire, enfin, comment dire ? De toute façon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que Twitter est l'une des voies qui permettent au peuple de s'exprimer et de faire entendre des critiques. Hier, on avait le bistrot du coin, aujourd'hui, c'est Twitter, avec toutes les errances qui vont avec, hein, ça on est d'accord, évidemment. Et bien, Anne Hidalgo, elle vous dit qu'il faut supprimer Twitter, en fait. Ah bon ? Je sais pas, je sais même pas comment dire. C'est-à-dire que tu as un type qui arrive, qui a un ongle incarné, on va supprimer la jambe, dans le doute.
Je pense qu'on a un peu de cet ordre-là, si tu veux. Donc c'est sidérant, forcément, c'est sidérant. Merci à Bayard92 qui vient de sub pour 3 mois d'avance. Et merci à Pacha Beefsteak qui vient de sub. C'est un petit nouveau. Merci beaucoup, les amis. Donc, non, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, entre Anne Hidalgo qui nous dit ça et aujourd'hui, parce que tu vois, on dit souvent à chaque jour suffit sa peine, hein. Mais non, en fait. Non, jamais. Jamais, jamais. Parce que ce qu'on a eu aujourd'hui sur France Inter ce matin se passe de commentaires. Enfin, on va en faire des commentaires, mais regardez. Et j'aimerais que ceux qui me condamnent au nom de la morale, ou plutôt qui me condamnent au silence ou à la réclusion à perpétuité, au nom de la morale, réfléchissent à ce que cela veut dire. D'abord, quelle est leur morale? Au nom de quoi l'imposeraient-ils aux autres? Au nom de quoi cette morale serait-elle universelle? Je crois qu'ils devraient réfléchir à cela. Pour ma part, j'ai essayé de penser à tout cela, car ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale fut évidemment une parfaite immoralité. Mais pourquoi? Vous avez menti à l'Assemblée nationale. Ce fut immoral. Le mensonge peut ne pas toujours l'être. Celui-là l'était incontestablement. Mais ça n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par là même. La morale, vous savez, vous avez des pays où on coupe la main d'un voleur, on lapide une femme adultère, on tranche la tête d'un apostat au nom de la morale. C'est pas la nôtre. Poutine dénonce l'Occident décadent et immoral. C'est sa morale, c'est pas la nôtre. Et je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un ou deux apparatchiks d'une fédération socialiste du Sud-Ouest, ou même de son premier secrétaire. Je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un de vos confrères qui s'est appuyé sur ce qu'il estime être la morale, c'est-à-dire en fait la sienne, pour condamner ce que je suis en train de faire. Je ne vois pas au nom de quoi cette morale-là s'imposerait à moi à partir du moment où je ne sais pas ce qu'elle est ni comment ils l'ont élaborée. Voilà. Et j'aimerais que... Quand Jérôme Cahuzac rencontre Nietzsche, et Jérôme Cahuzac qui vous parle de morale, c'est un proctologue qui défend l'intérêt de protéger votre flore anale. Il faut comprendre, il faut se mettre dans la logique d'un discours qui ne veut absolument rien dire, qui doit mettre en sueur les professeurs de philosophie qui sont dans le secteur. Même Raphaël Enthoven aurait déclaré sur Skyrock « Wallah, il est trop con ». Après, voilà, fin de citation. Bien sûr, il n'y a aucune source pour cette citation. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normalement, voilà, Jérôme Cahuzac qui a trompé le peuple français, qui a menti, qui a eu des condamnations. Au bout d'un moment, si ce monsieur revient dans la vie politique française en toute impunité, on baisse le rideau, on rend les clés de la boutique, merci, c'était sympa, si tu veux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec en plus un raisonnement tout pourri, mais c'est tout bidon sur la morale. Le mec, nul, mais vraiment nul. On dirait Mbappé après un match. Tu sais, quand il parle, qu'il se prend pour Martin Luther King alors qu'il n'est qu'Omar Sy, tu vois. Mais c'est nul. Et le mec, en fait, va mobiliser tout ce qu'il peut pour revenir, si vous voulez. On parle souvent du virus de la politique. Alors là, on est en plein dedans. Des gens convaincus de vouloir servir servir les citoyens, servir la cité. Ça, c'est beau, tu vois. La cité avec un C majuscule. Ça, c'est beau, cet engagement. Ça, on a envie d'y croire. Mais quand le mec est un salaud, parce que s'il veut parler de philosophie, on peut parler de la figure du salaud chez Sartre, tu vois. Bon, d'ailleurs, qui en connaissait une couche sur la notion de salaud, Sartre, mais c'est un autre débat. Mais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Cahuzac revient dans l'impunité générale, d'ailleurs, entre parenthèses, petit instant d'élite sale gueule, mais je trouve qu'il a quelque chose de Manuel Valls dans l'expression et même physiquement. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le mec va revenir. Puis, de toute façon, Cahuzac, quand on voit l'état de la vie politique française, bah, c'est un chasseur dans un congrès de bouchers, si tu veux. Bon, le type va pas dénoter. C'est pas la même équipe, mais il va pas dénoter avec ses collègues. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va revenir derrière, fin du débat. Mais ce matin, on en parlait avec l'équipe, juste réunion au sommet. On se disait, mais quel avenir pour la farce tranquille? Parce que quand tout devient scandale, porté par des salopards, qu'est-ce qui va dénoter, en fait? Quelle actualité va surprendre le citoyen qui va se dire, ah ben là, effectivement, c'est pas bien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand la vie politique sera faite de Cahuzac, Dupond-Moretti, Valls, Macron, Hollande, Sarkozy,
Le Pen, Mélenchon, bon bah voilà, hein, dans un asile, tu cherches pas celui qui mange le moins son caca. Tu sais que de toute façon, dans le régime alimentaire, à un moment donné, on a de l'excrément au menu. Parce qu'ils sont zinzins, c'est comme ça. Tu ne peux pas leur en vouloir. Et là, on est en train de construire une vie politique comme celle-là. Donc, moi, je veux bien qu'on se moque de Donald Trump, qu'on se moque de Javier Milei, qu'on se moque de scènes politiques dans des pays qu'on regardait comme ça avec des yeux néocolonialistes en disant « ces Noirs qui font des coups d'État, ce peuple qui veut renverser le pouvoir. » Bah oui, bah à un moment donné, moi, je veux bien, mais quand ça va arriver chez nous, le réveil va être compliqué. Hein. Le réveil va être très compliqué parce que... mais si vous voulez, un mec comme Cahuzac, pour être sérieux 30 secondes, mais le problème n'est pas tant que le mec soit, comment dire, accusé à vie de ce qu'il a fait. Autant je suis partisan du fait que quelqu'un qui a payé sa dette à la société, dans une société où la justice fait son travail et, on va dire, fait évoluer le niveau de sanction en regard de l'évolution morale d'une société, dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que... Enfin non, en fait, même pas, je ne veux pas me perdre dans des grands raisonnements pour faire mon Cahuzac. Pour moi, je soutiens l'idée que quelqu'un qui a payé sa dette à la société, qui a payé, enfin qui a, comment dire, payé sa dette, donc qui a été sanctionné, qui a été condamné, peut revenir dans la société. Évidemment, personne n'est condamné à vie, symboliquement ou moralement, si on va sur ce terrain-là. Ça, d'accord. Mais dans la vie politique, pour moi, quelqu'un qui a trahi le peuple ne peut pas revenir. Mais par... Il n'y a pas besoin de loi pour ça. C'est un accord tacite entre le peuple et ses représentants. Je vous dis, c'est la phrase que j'aime bien depuis quelque temps, c'est la common decency de George Orwell, la décence commune, ces choses qui ne se font pas. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne sais pas, un dirigeant de PME qui a escroqué les impôts, qui a mis 10 000 balles à côté, il est sanctionné, il rembourse sa dette ou il va en prison, voilà. Il assume sa sanction. Mais après, il peut revenir dans la société. Qu'on lui empêche de rouvrir un garage parce qu'il avait un garage. Ok, il y a une cohérence dans la peine. Mais personne n'est symboliquement condamné à vie. Ça, je suis complètement d'accord. En revanche, pour la vie politique, enfin pour des gens qui ont trahi, trompé, qui ont été condamnés et qui veulent revenir dans la vie politique, c'est impossible pour moi. Je ne comprends pas comment cela puisse être conçu intellectuellement et surtout l'affaire Cahuzac, je veux dire, qui est un symbole par sa lourdeur, par le mensonge à l'Assemblée nationale. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. Je veux dire, c'est hallucinant. Et il y a mon Volker Schulze qui dit dans le chat, et c'est juste, hein, y a des métiers, si tu as un casier judiciaire, tu peux pas bosser. Voilà. Mais après, comment voulez-vous que les gens n'en viennent pas à se dire tous pourris? C'est une formule passe-partout. Et bien sûr, l'idée n'est pas de dire que le maire du village de 500 habitants, lui, il fait pas partie de l'équipe, lui, il fait son boulot. Mais bien sûr qu'on va en arriver à ce genre de conclusion. Bien évidemment. Et le problème, c'est que quand la vie politique sera devenue définitivement un épisode de Netflix, où il n'y aura plus de gravité, tout cela sera de la fiction, quand la majeure partie des citoyens se seront définitivement désintéressés de la politique et se diront, mais de toute façon, sont tous des cons, on s'en fout, qu'il y aura un taux de participation aux élections à 20%, aux élections présidentielles, par exemple. Mais eux, ils vont continuer à prendre leur salaire. L'argent qui va être gagné par ces gens-là n'est pas proportionnel au taux d'intérêt qu'ont les citoyens, enfin au taux d'intérêt au sens je m'intéresse, qu'ont les citoyens vis-à-vis de la vie politique. Donc à partir de là, c'est aussi ce qu'il faut considérer. C'est pour ça qu'on en avait déjà parlé, mais moi je milite pour que les gens s'intéressent à la politique et comprennent et gardent bien en tête, à quel point tout cela est grave et pourquoi il faut foutre ces gens-là avec un coup de pied au cul et nettoyer la scène politique. Parce que derrière, et déjà là, on a déjà des gens qui sont en poste, qui font bien leur boulot, mais qui passent derrière ces têtes médiatiques qui, souvent, sont des salauds. Si on dégage les salauds, il y a de la vivacité, il y a quelque chose, il y a de la sève. Donc il ne faut surtout pas nous désintéresser de la vie politique française. Il faut la modeler à l'image de ce qu'elle doit être. C'est-à-dire une vie politique avec des gens convaincus,
qui défendent réellement leurs idéologies, quelles qu'elles soient, c'est pas le sujet, et avec des règles tacites, des règles morales, hein, si Cahuzac veut parler de morale, celui qui a trompé le peuple dégage à vie, ne peut plus faire de politique. D'ailleurs, Cahuzac n'a pas attendu son affaire pour ne pas faire que de la politique. Quand il était chirurgien, ça ne le dérangeait pas, si tu veux. Donc, qu'il fasse de la chirurgie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le cas Cahuzac est parfait. Le mec est chirurgien. C'est l'avis de ses clients, en tout cas de ses patients, d'aller chez lui ou pas. Il y a un rapport direct professionnel-client, professionnel-patient, dans le cas médical. Mais en politique, on a beau essayer de tromper les gens en disant non, mais les gens votent, choisissent leurs représentants. Pour les sénateurs, c'est pas vrai. Pour les députés, bon, on a quand même un mode de répartition des sièges à l'Assemblée nationale qui n'est pas à la proportionnelle, donc qui montre bien que les gens ne choisissent pas directement leurs représentants. Et à la présidentielle, on a un choix tous les 5 ans qui est biaisé parce que c'est soit vous êtes pro-Hitler, soit vous êtes pour le candidat du système. Donc, on voit bien que, en plus, la vie politique n'est pas modelée de sorte à ce qu'il y ait un rapport où les citoyens choisissent directement. Donc, même cette promesse-là ne tient plus. Donc demain, si moi je dois refonder la démocratie, si on me donne le droit, spoiler, ça n'arrivera jamais, quelqu'un qui a été condamné ne peut plus jamais faire de politique, système électoraux à la proportionnelle et ou en scrutin direct, donc le peuple choisit directement ses représentants, plus aucun comportement médiatique pendant le mois des élections présidentielles, c'est-à-dire qu'il y a le programme, point, pas d'émission, même sur Juste Milieu, personne. Les candidats ne font aucune intervention politique. Aucune. Les candidats et leurs potes dans les partis. Hein. Et là, on a des vraies élections. Donc je bosse. Je prépare ma nouvelle démocratie. Je vous le dis tout de suite. Et une mesure, à mon avis, qui plaira bien aux gens, à l'Assemblée nationale et au Sénat, salaire conditionné à la présence. C'est-à-dire que les mecs, c'est ouvert 5 jours sur 7, il y a 5 séances par jour, ils sont payés au prorata de leur présence. Voilà. Ça, c'est très important. Ça me semble très, très important. Ça, c'est la démocratie telle que je veux la présenter. Voilà. Hein, je vous le dis. Donc, cette affaire Cahuzac, voilà, qui est sidérante, le monsieur est de retour. Bref, tout ça pour dire qu'on en reparlera dans la farce tranquille, bien évidemment, les copains. Et puis, clou du spectacle, on a quand même eu le docteur Marty, hein, qui a admis sur Twitter, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Tu nous fais honte, lâche ce micro, fais-toi oublier. Voilà. Donc, le docteur Marty qui a trouvé de bon ton de donner des leçons parce qu'il estime que les gens qui ont menti aux Français ne devrait plus être dans les médias. Hein. Donc Dixit, celui qui nous a dit qu'on avait des milliers d'années de recul sur les effets secondaires du vaccin. Voilà. Et lui, il fait des leçons de morale. Donc voilà. Hein, dans un club SM, c'est vraiment celui qui a un extincteur dans le fiac qui juge l'autre qui s'est mis un sextoy. Tu vois. C'est vraiment le monde à l'envers. Je vous le dis, hein, mais bon... faut faire avec, c'est le monde, arrêtez de... Parce que les gens se plaignent et tout, c'est chiant maintenant. Arrêtez un peu. Faites ce que je dis, faites ce que je fais, parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de limite, donc voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet, dans la thématique, une séquence qui résume, mais si La Fontaine était là, il t'en aurait fait un recueil entier, sincèrement. Je vous le dis tout de suite. Regardez cette vidéo diffusée sur ITV News. C'est une chaîne d'infos britannique, chez nos amis les British. Alors, nos amis, ça dépend. Quand ils font des films sur Napoléon, hein, voilà. To go, to hit your own ass. Hein, se faire cuire le cul. Regardez, Rishi Sunak. Cette séquence s'est passée à la télé, bon, l'équivalent de BFM en Grande-Bretagne. Which poses quite a challenge for Rishi Sunak, who is the 5th Conservative Prime Minister this decade. Which poses quite a challenge for Rishi Sunak, who is the 5th. Alors, il va falloir soit mener une enquête sur la vidéo, et auquel cas, effectivement, il est normal de taper avec un marteau de la sorte. Je veux pas dire. Hein. Soit, il s'est pas frappé avec un marteau. Tu vois, je suis humaniste. Esprit juste milieu.
Peut-être que c'est comme ça qu'on doit taper sur l'objet qu'il est en train d'enfoncer. Mais ça, c'est possibilité 1. Possibilité 2, il ne sait pas utiliser un marteau. Et là, c'est la tuile. Et avec cette tête d'abruti, quand même, qu'il faut souligner, hein, on va pas se mentir, disons les mots. Donc, ouais, là, je sais plus trop. Ça, c'est notre monde actuel. Ça a été diffusé il y a quelques jours sur la télé britannique, The British TV. Donc, là, moi, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais quand je vous dis que ça devient compliqué et que South Park a la cohérence de Louis la Brocante, là, ça devient chaud. Ça devient très, très chaud, donc... Mais il faut avancer, hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Tu vois, c'est comme en ce moment, je vous l'avais dit, en ce moment, j'ai du pif pour les pronos. J'ai du pif pour les pronos. L'affaire Joël Guerriot, est-ce que je vous ai pas dit que ça allait disparaître en 3 jours? Résultat, il y a bubu, là. On parle de deal de drogue au Sénat. On n'en parle plus du tout dans les médias. Hein. Donc, je vous l'avais dit, le prono est bon. Pour la loi immigration, je vous avais dit que ça allait passer comme une lettre à la poste, qu'ils allaient faire du théâtre pour que ça finisse en 49.3. Vous allez voir qu'on va être pas mal. Parce que là, nos médias sont en train de construire une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Si vous voyez ce qui se dit dans les médias, tu vois, ils te disent. Hein, alors que le projet de loi arrive en commission ce lundi à l'Assemblée nationale, tous les regards se tournent vers le ministre de l'Intérieur. Réussira-t-il à faire voter le texte sans 49.3 ? Et ils font monter la mayonnaise comme ça en disant attends, 49.3 ou pas 49.3, est-ce que Darmanin va réussir ? Et en fait... on s'en emballe les gonades avec du cellophane parce que tu vas faire quoi en fait ? Que ce soit le 19e ou le 37e 49.3, quelle réaction derrière ? C'est là où, quand on parle de narratif médiatique, c'est extraordinaire. Ils sont en train de construire, si vous voulez, un suspense complètement cosmétique, alors qu'on sait très bien que le gouvernement a piloté, enfin je vous l'ai déjà dit 1001 fois, le gouvernement a piloté tout ça pour justement qu'il puisse lui rester une cartouche de 49.3 en dehors des projets de loi de finances, réforme des retraites et compagnie, justement pour le projet de loi immigration. Et là, vous avez des médias qui disent « Ah ouais, non mais attends, est-ce que ça va passer ?» Mais... Et au pire, s'ils utilisent le 49.3, vous allez faire quoi ? Faire votre boulot de journaliste en disant que la France a sombré dans un mépris de démocratie? Ben non. Non, vous n'allez rien faire en fait. Puis il y aura un nouveau projet de loi et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, c'est de la cagolerie pur jus. Mais vraiment de la cagolerie. Et depuis, tu sais, le matin, je me lève pour lire les journaux. Parce qu'il y a du boulot, tu vois. Et ça m'énerve, ça m'emmerde. Parce que je sais que je vais me frapper au moins un article par journal en France où ils vont dire ça, tu vois. Avec un suspense en bois. Et puis, il faut voir pour ce que c'est aujourd'hui. Le 49.3 est un détournement de la démocratie, point, tu vois. Je vois 20K91 qui dit le vrai suspense, c'est jusqu'à combien de 49.3 iront-ils ? Mais même ça, je suis d'accord avec toi, effectivement, symboliquement, c'est important. Mais on s'en fout. Est-ce que les gens vont descendre dans la rue pour autant ? Non. Donc au bout d'un moment, c'est aussi ça, si tu veux. La servitude volontaire, c'est pas un rouleau de PQ. Genre, c'est un ouvrage qui explique très bien certains mécanismes où à un moment donné, les gens acceptent d'être soumis, ou acceptent leurs conditions d'esclaves à partir du moment où ils disposent encore de quelques avantages qui leur conviennent. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, on est au 18e 49.3. Même s'il y en a 50, qu'est-ce que tu vas faire ? De toute façon, l'avantage du 49.3, c'est qu'il a le vernis de la démocratie. Mais je comprends même pas pourquoi... et honnêtement, hein, je vous dis pas ça pour la vanne. Je comprends même pas pourquoi ils se font chier à maintenir cette idée de 49.3. Ils devraient modifier la Constitution, plein pouvoir, point. Ça, là encore, c'est que mon pronostic, on soit bien d'accord, et je dis peut-être une bêtise, et d'ailleurs, je souhaite farouchement dire une bêtise pour que ça ne se réalise pas. Mais pourquoi vous croyez que le gouvernement, à mon avis, là encore, c'est peut-être du pur complotisme, qu'on soit bien d'accord, mais pourquoi croyez-vous que le gouvernement est aussi timide sur les situations de guerre civile qui se multiplient en France ? Si demain, il y a un retour de l'état d'urgence pour calmer une situation à Romans-sur-Isère ou n'importe où en France, à qui ça va profiter derrière pour faire passer des projets qui n'auront rien à voir ? On l'a vu en temps de Covid. En état d'urgence sanitaire, ils ont fait passer des lois qui n'avaient rien à voir. On voit bien cette facilité dont ils profitent pour glisser des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Regardez par exemple dans un autre domaine, les caméras à intelligence artificielle. Au début, on nous parle d'une expérimentation pendant les JO. Qui a pu croire sérieusement que des centaines de caméras allaient être déployées pour tester ?
On parle de centaines de milliers d'euros. Non, mais après, promis, on les décroche. Résultat, il a été officialisé que les caméras allaient rester après les JO, bien évidemment. Qui pouvait y croire? Donc là, c'est pareil. Demain, on parle de ratonnade, de machin et tout. On en parlera demain parce que rien que le mot me rend fou. Mais bon, bref. Ils font rien. Ils font rien. Demain, on a des types, quel que soit le camp, hein, que ce soit du pro-France, du anti-France, chacun choisira sa case. Quelqu'un déboule, tire à l'arme automatique. Ils font quoi de plus en termes de forces de l'ordre? Parce que même les membres des forces de l'ordre, on les envoie au feu. Hein. Quand on parle de situation de guerre civile, arrêtons de voir nos flics, nos gendarmes et compagnie comme des complices de tout ça. Certes, ils pourraient baisser le casque, ils pourraient mettre casque à terre pour que là, il y ait vraiment une révolution. D'accord. En attendant, c'est pas le cas, mais il faut pas voir tous les membres des forces de l'ordre comme des complices façon Vichy. Faut pas déconner non plus. Il y a aussi des gens, des flics, des gendarmes, des pompiers, qui ont envie de rentrer chez eux et voir leurs gosses. Et ces situations de guerre civile qui sont en train de s'enflammer, ce sont ces gens-là hein, qu'on va envoyer en première ligne. Hein. Les fameuses premières lignes, vous savez, qu'on applaudissait en temps de Covid. Aujourd'hui, on les envoie crever. Parce que les flics qu'on va envoyer au milieu des ultranationalistes et des racailles, ils vont faire balle-trappe. Hein. Ils vont rien faire de plus. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir, les amis. Arrêtons de voir comme des cases, arrêtons de tout voir comme des cases aussi évidentes. Je vois Oxad Ayariz qui dit dans le chat, et je suis pas du tout d'accord, qui dit la police est devenue une milice aux ordres de l'oligarchie, bourgeoisie, etc. Certains, assurément. Certains acceptent l'idée d'être une milice et de pouvoir toujours plus taper sur la gueule des gens. Mais pour moi, la grande majorité, non. La grande majorité, vous avez des gens qui font leur putain de boulot. Et effectivement, ils pourraient se révolter. Effectivement. Mais comme d'habitude, vous connaissez ma ligne là-dessus. C'est facile à dire derrière un clavier il faut se révolter. Après, quand vous avez des enjeux financiers, quand vous avez des enjeux de vie, quoi, c'est tout. Vous avez un crédit sur la gueule pour votre pavillon à Aulnay-sous-Bois. Faut le payer. Donc, tout le monde a ses enjeux. Je pourrais jouer à Jean Moulin, moi, devant ma caméra Twitch, en disant, ouais, je me serais révolté à leur place. Je suis une trompette, parce que moi, je suis sur Twitch. Et quand on envoie des types au feu, c'est eux, si tu veux. Donc, c'est ça, on en reparlera demain plus longuement et j'essaierai de vous proposer quelque chose de plus cadré. Mais ça me rend dingue, ça me rend dingo. Vous avez une situation où, et j'assume parfaitement mes propos, de toute façon tout le monde s'en sert, je suis pas sur BFM TV, le gouvernement laisse tranquillement le feu prendre, tout à fait tranquillement. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Le gouvernement est tranquillement en train de laisser prendre parce que si demain vous avez un drame d'ampleur, c'est-à-dire une situation de guerre civile encore plus claire comme on est en train de voir, retour de l'état d'urgence, qui va en profiter derrière pour faire passer n'importe quoi? C'est le gouvernement. Donc, voilà, soyons clairs par rapport à tout ça. Ils en ont rien à branler de ce qui se passe. Que ce soit l'affaire Thomas, les ratonnades, les gros lardons, je sais pas quoi. On voit des trucs de fous sur nos réseaux sociaux. Et nous, on est là en spectateur, en refusant de voir que celui qui va attirer le plus de bénéfices de cette situation-là, c'est le gouvernement. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Je vois pas dans ce cas, parce que de toute façon, il n'y a pas 1000 possibilités. Soit nous avons un gouvernement d'incapables qui n'est pas à même de protéger les citoyens face à ce genre de situation, soit ils encouragent en arrière-plan ce qui se passe pour en retirer les fruits politiques derrière, si application de l'état d'urgence il doit y avoir. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça me fait mal au cœur de vous dire ça. Mais qui peut croire que... D'ailleurs, en toute honnêteté, je préférerais que ce soit voulu de leur part. Parce que sinon, ça veut dire que les citoyens français ne sont plus protégés. Point. On en reparlera demain. Mais regardez tout ce qui est en train de se passer. On ne comprend plus rien. On voit des types qui vont essayer de se faire justice eux-mêmes, les policiers qui en général n'arrivent pas à rentrer dans ce genre de quartier comme celui de la Monnaie à Romans-sur-Isère, qui viennent protéger des types, qui viennent protéger des racailles qui voulaient aussi en découdre. Mais en fait, on voit comme dans les guérillas, on voit des groupuscules. On a le groupuscule des fachos, prenons les mots médiatiques à la mode, ce qui veut absolument rien dire, mais bon, c'est pas grave. Le groupuscule des fachos, le groupuscule des racailles et le groupuscule de la police. Mais la police est une entité comme les autres. Quand elle n'est pas foutue de faire respecter tout ça, soyons clairs. Et ce qui est intéressant, je le vois dans le chat, hein, il y a Philanthrope qui dit attention à l'effet réseaux sociaux. Mais je pense que, peut-être que là je tire un peu le truc par les cheveux, vous me dites. Hein, je pense que les réseaux sociaux
sont en train, même ça, c'est en train de profiter au gouvernement. Parce qu'on dit souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai et tout. Je pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est qu'une partie infime de la réalité. Et que, au contraire, les réseaux sociaux ne biaisent pas les gens, mais ils contribuent à ne montrer qu'une toute petite vision de la réalité. Comme les médias d'ailleurs. Parce que ce qui se passe est beaucoup plus grave que ce qu'on peut en voir. Vraiment beaucoup plus grave. Et ça, je crois que même cet aspect des réseaux sociaux profite au gouvernement en place. Et parce que bon, à la rigueur, le fait que les médias soient biaisés et fassent n'importe quoi, ça maintenant on est au courant, il n'y a pas de problème. Mais sur les réseaux sociaux, il est en train de se passer la même chose. Et couplé à ça, couplé à l'impossibilité de tout montrer, parce que avant les réseaux sociaux, il y a un truc qui s'appelle le réel. Si le réel intéressait les gens, ils iraient sur place. Ils se contenteraient pas de... Ou ils regarderaient par la fenêtre, mais ils se contenteraient pas de... Allô, c'est réglé? Voilà. T'as vu, j'avais vu. Non, mais j'avais vu que j'avais touché. Et donc, ça coupait. Déjà, il y a de l'anticipation. On fait des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Et vous êtes 734 en plus sur Twitch. Ça coupe au moment où il y a des gens qui déboulent. Il y a du monde. C'est beaucoup. Là, il ne faut pas dire des conneries. Là. Donc, oui, bonjour, je suis de gauche. Voilà, déjà. S'il y a des nouveaux, vous pouvez rester. Et je suis aussi de droite. En fait, je suis de partout. Comme ça, tout le monde est content. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur les réseaux sociaux, il y a cette histoire d'impossibilité de montrer le réel. Comme je vous disais avant que ça coupe, si le réel intéressait les gens, ils iraient dans la rue. Et le deuxième point, c'est cette déréalisation de tout ce qui se passe. Parce que regardez le spectacle qui est offert sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous avez... on parle de gros lardons, on parle de racailles, on parle de fascistes. Tout le monde y va de son commentaire à la con, dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à Fortnite, plus qu'au réel, si vous voulez. Les réseaux sociaux présentent aussi cet avantage de déréaliser ce qui se passe. Parce que c'est sur Twitter, parce qu'on voit des vidéos courtes sur TikTok, c'est qu'au fond, c'est pas complètement vrai. Il y a une mise à distance du réel. C'est la télé-réalité, d'ailleurs, étymologiquement. Quand vous voyez ça, vous vous dites, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que vous avez de moins en moins, si vous le notez, et d'ailleurs, le peu d'images qu'on a font souvent la une, vous avez de moins en moins de témoignages de gens. On a toujours des salauds de journalistes, je pèse mes mots pour ceux qui ont ce genre de pratique, des salauds de journalistes qui vont filmer la larme, tu sais, de la daronne qui a perdu son gosse, du père dont le fils a été écrasé. Puis tu sais, t'as le connard de journaliste qui est là, à 30 cm. Chialer, monsieur, parce qu'on n'a pas assez de plans, tu vois. Donc ça c'est un truc qui m'horripile. On en a encore quelques-uns. Mais plus largement, des témoignages de gens, si vous voulez, au second plan, tu vois, ça éteint la lumière. Ça, c'est les Russes. Attendez, j'arrive, je branche ça. On a de moins en moins de témoignages, je trouve, de gens lambda qui ressemblent aux spectateurs et qui vont donner leur avis parce qu'ils habitent dans le secteur d'un drame ou parce qu'ils connaissent le cousin de machin et tout. Et tout ça, bien sûr, au-delà du témoignage, c'est un voisin gentil. Ça, on s'en bat les couilles. Mais je trouve que c'est intéressant aussi ce phénomène-là. Il n'y a plus de normalisation de l'actu. Le témoignage de Monsieur Normal qui vient expliquer que ça fait chier, il s'est passé tel drame, le gouvernement fait rien. Tu vois. Il y a eu un monsieur qui a dit ça à Crépol, je vais vous le montrer. C'est suffisamment rare pour le souligner. Et un monsieur qui a eu un témoignage, effectivement, qui est rare et qui dénote. Et en tant que spectateur, on dit « Oh putain, vous avez vu, il a balancé ». Ben non, il n'a pas balancé. C'est le témoignage d'un citoyen lambda qui partage son ressenti sur ce qu'il se passe. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Et je vous montre, par exemple, le témoignage qui illustre ce que je vous dis, c'est-à-dire cette disparition progressive du témoignage de monsieur et madame Normal. On l'a de moins en moins. Au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi.
On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée? Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce qu'ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes. Tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, les journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis. En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, c'est celle des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien, de toute façon. Ce ne sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans, et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans, et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine. Voilà, donc cet avis, et qu'on soit bien d'accord, les copains, c'est vrai que la lumière en bas, c'est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Cet avis, qu'on soit bien d'accord, il est biaisé, il est subjectif, il est partisan, il est tout ce qu'on veut, il est excessif, il est tout ce qu'on veut. Mais pourquoi cet avis vaudrait plus, je caricature et sur un sujet qui n'est pas le même, mais vous voyez ce que je veux dire, pourquoi cet avis serait plus pertinent que celui d'Enrico Macias sur CNews? C'est un avis de citoyen, point. Donc, au bout d'un moment, ça me fatigue aussi. Ce genre de discours, on va dire, ouais, mais le gars, c'est un con, il dit n'importe quoi. Mais non, mais c'est un citoyen qui a son avis. Je vous montre pas ça pour vous dire, c'est la vérité, il a raison. C'est un avis de citoyen. Et on a oublié que les citoyens aussi ont leur avis et que la vérité ne sort pas de la bouche des éditorialistes BFM TV. Il faut être prudent sur tout ça. Je réponds dans le chat avant d'aller sur BFM TV, sur Michel Onfray, pardon. Je regarde un petit peu le message du chat pour vous répondre, les copains. Il y a Identifion, ça c'est drôle comme pseudo, j'aime bien, qui dit « C'est bien, juste milieu montre son vrai visage ». Là, il a tout compris. C'est le Benjamin Gates du juste milieu. Comment tu sais qui est une racaille et qui ne l'est pas? J'aimerais savoir. Je ne sais pas à quel point t'en es dans l'émission, si tu es un peu dans le passé. J'ai précisé tout à l'heure, si on raisonne par grandes cases, des cases qui sont un peu débiles, même si moi, pour être très clair et pour te donner ma définition, est une racaille quelqu'un qui commet des délits, hein, qui commet de manière répétée d'ailleurs. C'est surtout ça. Pour moi, Nicolas Sarkozy est une racaille. Tu vois. Les Balkany sont des racailles. Un dealer de shit des quartiers nord de Marseille est une racaille. C'est le terme d'ailleurs du dictionnaire, hein, globalement. Donc, moi, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et Trac qui nous dit « Renvoyer la délinquance à une seule communauté, c'est comme se mettre les mains devant les yeux face à un problème. » Et là, c'est vrai que là, on en parlera demain. Je pense que la vidéo va être un petit peu piquante, mais on va revenir sur tout ça. Hein, je crois sincèrement que par rapport à ce que tu dis, Trac, et pour te répondre, c'est le débat et on en parlera demain, bien évidemment. Quoique non, mais attends, je suis con. Demain, c'est alerte générale. Ah oui, demain, j'ai toute une soirée de 18h jusqu'à plus soif. Parce qu'après, il y a une surprise. Je suis sur une autre chaîne, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, on va essayer de faire un truc demain, mais je vais être rincé. Hein, je vous le dis tout de suite, on va voir. Je vous promets rien, mais au pire, ce sera mercredi soir. Bref, pour répondre à ce que tu dis, Trac, qui dit, hein, je relis, renvoyer la délinquance à une seule communauté, c'est comme se mettre les mains devant les yeux face à un problème. Ouais, sincèrement, les amis, et on en parlera demain, hein, je ne vais pas prendre plus de temps. Je veux vraiment faire une émission où on prend le temps de réfléchir ensemble, de discuter. Mais sur cet argument-là, je crois qu'il faut peut-être arrêter de regarder la situation avec les yeux d'il y a 20 ans, quoi. Enfin, aujourd'hui, je respecte cette opinion, bien évidemment, hein,
Mais je ne comprends pas comment on peut rester aussi bloqué sur ce logiciel, cette histoire de communauté. C'est même plus le problème, en fait, à mon avis, en tout cas. Quand vous avez des gens... Enfin, comment dire ? En fait, il y a deux choses. Soit, pour moi, là encore, j'avance à pas feutrer parce que je sais que le sujet est délicat, mais je vous fais confiance, les copains, on en parle en toute tranquillité entre nous. Soit, on considère les histoires de communauté. Et dans ce cas-là, on arrête de dire oui, mais le racisme anti-blanc n'existe pas, oui, mais telle forme de racisme, alors là, faut voir, oui, mais là, le racisme anti-asiatique, faut pas trop en parler. Soit on cède définitivement au communautarisme, et je suis pas contre, hein, le débat se tient, mais par contre, il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'il faut réautoriser les statistiques ethniques pour prendre la mesure de ce qui se passe. Si on considère que tout le problème est lié au racisme, au communautarisme et tout, ok, mais il faut le considérer à fond. Parce que mettre en avant l'argument communautaire en interdisant les statistiques ethniques, c'est aussi se mettre les mains devant les yeux. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de dire, au bout d'un moment, quand vous avez des gens qui vont dans une soirée dans un village de 500 personnes pour tuer des gens, et je dis tuer des gens, bien qu'ils aient dit, d'après des témoignages, tuer des blancs. Mais ça, c'est dans mon option 1. Donc, volontairement, dans mon option 2, je n'en parle même pas. Quand vous avez ce genre de choses, quand vous avez les violences qu'il y a tous les jours en France, quand vous avez simplement la volonté de certains citoyens de nuire à d'autres citoyens pour des raisons X ou Y. Dans ce cas-là, on accepte les situations de guerre civile en France et on agit comme tel. Et tout citoyen qui veut attenter à la vie d'un autre et ou au bien d'un autre doit être condamné durement, rudement, car sinon on bascule dans la guerre civile. Mais si vous voulez, pour moi, je ne vois pas 1001 options. Je reprends ce que dit Pierre-Yves Rougeron souvent et je suis complètement d'accord avec lui. Une société qui s'empresse de dégainer des nounours et des bougies dès qu'on tue ses enfants, psychologiquement, ça n'est pas une société saine. On en reparlera, parce que je suis en train de vous dire tout ce que j'ai en tête et que je voulais partager avec vous, mais la réaction de la société irlandaise, on parle d'un attentat qui a eu lieu en Irlande, avec des bébés qui ont reçu des coups de couteau, là encore, des enfants qui ont reçu des coups de couteau, et des adultes, 5 blessés. La réaction de la société irlandaise, certes, c'est Peaky Blinders. Ils sont allés dans les rues, ils ont foutu le feu à un immeuble où il y avait encore des migrants dedans. Je vous dis absolument pas que c'est bien. On n'est pas sur le plan de la morale. Je vous dis juste que psychologiquement, une société qui réagit d'abord avec un besoin de vengeance, c'est une société qui est beaucoup plus saine. Après, il doit y avoir la loi qui vient faire tampon et dire que vous ayez une envie de vengeance. D'accord. Par contre, voilà, la loi s'arrête là. Donc vous vous vengez dans la limite de la loi. Et vous n'allez pas au-dessus, sinon vous êtes condamné. Quand bien même, vous vous vengez. Là, pour moi, on est d'accord. Mais en France, aujourd'hui, il y a des gens, on tue leurs enfants, vous n'aurez pas ma haine. Je suis une énorme pompe à vélo de parler de ces gens-là qui ont vécu les pires drames, qu'on soit bien d'accord. Mais il faut aussi se poser la question de ce que cela veut dire de nos sociétés. Il faut vraiment se poser la question. Après, il y a Phil, et c'est intéressant parce qu'on va dans un débat politique. Phil, entre autres, qui dit « Rémi, tu es ma limite, âme tolérance de la droite ». Je n'ai pas compris ton message. Mais c'est même pas une question de gauche-droite aussi. Déjà, j'aimerais aussi, sur ces débats-là, qu'on cesse pardonnez-moi pour l'expression, mais qu'on cesse d'enculer les mouches à penser que le problème, c'est gauche ou droite. Quand on tue vos gosses, est-ce qu'on regarde la carte électorale ? Sincèrement. Est-ce que les morts du Bataclan, on a regardé qui votait quoi ? Faut arrêter de penser que le combat contre le terrorisme, parce que pour moi, ce qui s'est passé à Crépol est un attentat. Est-ce qu'on en est franchement à savoir qui vote quoi, sincèrement ? Est-ce que c'est ça le débat, si vous voulez ? Je crois que c'est aussi ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, intellectuellement, on parlait de servitude volontaire, on y est dedans, on y est en plein dedans. Quand on tue des gens, quand on tue nos concitoyens, et qu'on en est à se dire « ouais, mais attention à la récupération d'extrême droite », symboliquement, mais on est dans une société qui mérite de mourir. Quand on tue les nôtres, mais je parle bien de Français, donc si vous voulez, c'est là où ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, c'est même pas le débat de « ah oui, mais Français, les Blancs, les machins », mais non, je m'en cire. Les gens qui ont une carte d'identité française, point. Arrêtez de faire des histoires, arrêtons de faire des histoires à la con. Quand on tue nos concitoyens,
et que la première question, c'est de savoir si ça va faire de l'audimat sur CNews, aussi bien du côté des journalistes de CNews qui vont utiliser pour faire de l'audimat que du camp d'en face qui vont pointer du doigt CNews qui fait de l'audimat, on est une société qui, intellectuellement, mérite de mourir. Quand le débat politique prend le pas sur la valeur de la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est plus une question de politique pour moi. C'est plus gauche-droite, on s'en fout. C'est pas du tout le sujet. Et qu'on vienne m'expliquer que le sujet soit celui-là, je suis pas certain. Et Phil, entre autres, c'est marrant parce que tu dis... j'ai du mal avec Rougeron. Rémi, tu es ma limite en termes de pensée de droite. Pardon, j'avais pas compris ce que tu disais. D'ailleurs, je vois pas pourquoi j'incarne une limite de pensée de droite. Plus ça va, plus je me sens marxiste, tu sais. Juste mieux, c'est pas qu'une vanne. Hein. Mais bon, bref. En tout cas, on en reparlera de tout ça, les amis. Je pense que ce sera chouette qu'on puisse discuter de tout ça et chacun amener des éléments. C'est très important de parler, en fait, de ça. De parler et surtout pas garder en nous nos colères, nos frustrations, même nos idées, de penser que certaines personnes sont d'accord avec nous ou pas. Ça peut être intéressant. Donc, c'est ce que je vous proposerai de faire mercredi au plus tard. Les copains, c'est le grand thème. C'est le grand thème de la vidéo. Vous aviez pensé que j'allais pas le faire. Bah si, je vais le faire. Oui, mon petit pote. On va aller voir Michel Onfray. Alors, je vais pas redire ce que je vous dis à chaque fois quand on parle de Michel Onfray. Oui, il y a eu les accusations, les insultes de violeurs pour les non-vaccinés au moment du Covid. Oui, il a fait un mea culpa qui valait ce qu'il fallait, qui valait ce qu'il valait, qui était pour moi pas très zinzin, mais bon, voilà. Oui, beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler de moi. Maintenant, moi, je suis partisan, et vous le savez, du fait que, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, hein, je le disais sur l'aspect judiciaire, mais intellectuellement aussi, pour moi, quelqu'un qui a tenu des propos que je trouve scandaleux, insultants, méchants, injustes, tout ce que vous voulez, ne devient pas automatiquement un salaud en soi. Une réflexion, même chez la pire des ordures, peut avoir de l'intérêt. Il faut avoir, enfin je pense, en tout cas je milite pour l'idée que personne n'est entièrement condamnable. On a toujours quelque chose à aller chercher. Vous prenez par exemple chez quelqu'un comme Martin Heidegger en philosophie, on a quelqu'un qui a quand même très bien fricoté avec le nazisme. C'est pas pour autant qu'il faut mettre toute sa philosophie à la poubelle. Il faut avoir conscience du bonhomme, conscience de son histoire et regarder ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut exclure et tout ça. Et donc pour Michel Onfray, même si on est très loin quand même de Heidegger, mais c'est un autre débat, enfin d'ailleurs aussi bien intellectuellement que sur le parcours, qu'on soit bien d'accord, j'aime bien Onfray parce que mine de rien, même s'il fait partie du jeu, on va dire, du jeu médiatique et il déboule dès qu'il a un bouquin à vendre, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, je trouve qu'il est piquant, il est pertinent, c'est un des rares à faire entendre la voix souverainiste dans les médias. Et rien que pour ça, j'ai quand même envie, de mettre en avant ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et il était face à Apolline de Malherbe. Et là, c'est vrai qu'il y a un plaisir gourmand encore plus important. Et il lui a mis branlée sur branlée. C'était du plaisir. Je vous propose de regarder ça ensemble, les amis. On fait du react. Peut-être que j'interviens si j'ai envie. Et puis si j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'arrête l'émission vers 18h15 aujourd'hui, les copains, parce qu'après, je rentre chez moi. Parce que là c'est le studio, juste mieux. Oui, mais vous croyez quoi ? Après, je rentre chez moi et ce soir, avec l'ami Dirty Tommy, je serai de chez moi. Faut pas déconner. Après, c'est les pieds sous la table. Voilà. On se regarde du Michel Onfray, les copains. Et puis, dites dans le chat, bien sûr, ce que vous en pensez. Bonjour Michel Onfray, merci d'être dans ce studio ce matin pour nous livrer vos réflexions et répondre à mes questions. Vous publiez sans cesse de nouveaux livres. Vous êtes un des philosophes au plus grand succès en France avec de nombreux best-sellers dont L'art d'être français. Et vos 2 derniers livres, c'est Le fétiche et la marchandise sur la question de la marchandisation et puis Théorie de Jésus où vous remettez en cause l'existence même de Jésus, on y reviendra. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit aux Pays-Bas, les élections hollandaises qui ont donné de manière assez surprenante, puisque c'est vraiment dans les tout derniers jours visiblement que ça s'est joué, l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, qui est arrivée en tête avec 35 députés. C'est un candidat anti-islam, anti-Europe. Est-ce que ça pourrait arriver chez nous ? Est-ce que vous le souhaitez ? D'abord, il n'est pas anti-Europe, il est contre une certaine Europe. Cette idée que vous avez, je vous ai entendu tout à l'heure, d'imaginer que si on est contre l'Europe libérale, on est contre l'Europe, c'est une idée politique.
Moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est Europe, mais parce qu'elle est libérale. Donc, ça n'est pas parce qu'on est contre le libéralisme qu'on est contre l'Europe. Il y a une formule, c'est celle de Maastricht, puis il y en a 36 autres. Je rappelle que Napoléon défendait l'Europe, que Hitler défendait l'Europe, que plein de gens défendent l'Europe, et que l'Europe, ça veut rien dire. Ça dépend de ce qu'on veut faire de l'Europe. Si c'est une Europe libérale, d'accord. Donc l'Union européenne, soyons plus précis, voilà. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, pour vous, est à combattre. Alors, l'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et elle est au pouvoir sans contre-pouvoir. C'est-à-dire, on fascise tous ceux qui sont dans le contre-pouvoir. La bascule, c'est Maastricht ? Oui, évidemment. C'est 1992, on renonce à la souveraineté. On dit, voilà, la souveraineté française, on vous la donne, et c'est maintenant l'Europe qui est souveraine à la place de la France. Donc aujourd'hui, la France ne peut plus décider de son taux de TVA, par exemple, sur les sandwichs dans les cafés. C'est interdit. C'est interdit. Donc quand vous entendez des gens qui disent, mais cette Europe, on n'en veut pas. En 2005, ils disent, en 2005, on ne veut pas de cette Europe. Là, on en veut une autre. 2005, c'est évidemment les élections sur la question de la Constitution. Et on dit en 2008, vous avez voté contre Sarkozy. On le voit aujourd'hui, là, péroré, mais il nous dit, avec les autres, Hollande, les Maastrichtiens, ceux que j'appelle les Maastrichtiens, nous disent, ah, vous n'avez pas voulu de l'Europe, vous l'aurez quand même. Traité de Lisbonne en 2008. À chaque fois qu'il y a des élections, Emmanuel Macron les perd. À chaque fois qu'il les perd, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. À chaque fois que les Maastrichtiens... C'est-à-dire, il a quand même réussi l'élection présidentielle, Michel Onfray. Comment? C'est-à-dire, comment vous remettez en cause l'élection du président? Je ne remets pas en cause. Je dis qu'il y a plusieurs façons de faire de la propagande et qu'il y a des façons de conduire des gens vers un individu en disant vous avez choisi librement. La servitude volontaire, c'est plus subtil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les Français n'ont pas choisi Emmanuel Macron, qu'ils ont subi Emmanuel Macron? Ils ont été 50% à ne pas aller voter. Voilà. C'est tout ce que dont je dis. vous. Oui, évidemment. Dont vous, parce que vous vous targuez régulièrement de ne pas faire renouveler votre carte d'électeur. Oui, ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté dire il est mal élu. Si vous me laissez finir. Oui, allez-y, parce que ça me surprend. Vous aurez les réponses aux questions que vous me posez. Donc ne me posez pas les questions alors que je suis en train de vous donner les réponses. Et je vous dis en 2008 que les Français, on leur dit ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez tout de même. Premier arrêt, mais un jour, là encore, si quelqu'un a envie de se faire chier, mais parce que j'ai des idées à la con, mais ça peut quand même être drôle 3 minutes, si quelqu'un un jour a envie de faire les meilleures mimiques d'Apolline de Malherbe avec et faire ça à la Warhol, tu sais, avec les images de Marilyn Monroe ou un truc un peu con, je te jure, je le mets en photo de profil des réseaux Juste Milieu pendant 3 jours. Parce que le jeu d'acteur, de mimique, Marion Cotillard pourrait s'en inspirer. Parce que franchement, c'est hallucinant. Tu passes de l'insulte au regard un peu catin, comme ça, au sens du XVIIe siècle, que tout le monde se calme. Mais puis après, le regard inquisiteur, puis t'as des trucs extraordinaires. Ah non, franchement, si quelqu'un a envie de se faire chier, une mosaïque de Malherbe comme ça peut être très très sympa. Vraiment, Joe la grimace, comme ça, c'est excellent. Nous dit Phil, entre autres, c'est exactement ça. Donc les Français, ils n'en ont plus rien à faire de la politique. Et je fais partie de ceux qui disent ne nous demandez pas notre avis si c'est pour le jeter à la poubelle. Si vous avez ces élections-là et ailleurs, et partout ailleurs, c'est simplement parce que les gens disent mais oui, nous on veut quelqu'un qui secoue tout, qui casse tout, qui détruit tout. Avec ses excès, je ne veux pas, défendre ce monsieur, Gert Wilders, en l'occurrence, le Hollandais. Je vais pas voter pour ce monsieur-là, parce que d'abord, il n'est pas candidat français. Je dis simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir les pleins pouvoirs. Fasciser tous ceux qui ne pensent pas comme l'Europe de Maastricht. Et estimer que 50% des gens qui ne votent pas, c'est comme si c'était rien du tout. Donc oui, Emmanuel Macron, il est élu avec 50% des gens qui ne votent pas, et parmi ceux qui votent, à peu près 50% des gens qui ne votent pas pour lui, mais contre Marine Le Pen, qu'on nous présente comme une dangereuse fasciste. Donc effectivement, la démocratie ne va pas très bien. C'est une litote de le dire comme ça. Ce qui fait que quand vous avez des gens qui disent on va tout secouer, on va tout casser, on peut effectivement faire l'imbécile qui regarde le doigt alors qu'il s'agit de regarder la Lune et estimer que oh là là, c'est un dangereux fasciste. Il est extrêmement dangereux. Vous avez entendu tout à l'heure sur le plateau en disant mais Marine Le Pen, elle a félicité cet homme-là. Mais personne n'a dit que sur ce cinglé à la tronçonneuse en Argentine, là, Emmanuel Macron avait envoyé un message de félicitations à ce monsieur-là. C'est les usages diplomatiques. Ah bah alors voilà, dites-le quand il s'agit de Marine Le Pen. Donc quand il s'agit de Marine Le Pen, c'est une dangereuse fasciste, la preuve, elle a fait un message. Mais quand il s'agit d'Emmanuel là, Macron, pour le coup, il y a quelque chose d'assez différent de l'entrée. Autant je vous laisse toujours effectivement vous exprimer, allez-y, mais là, vous pouvez pas mélanger les torchons et serviettes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un usage, c'est-à-dire en effet qu'entre chefs d'État, on félicite un autre chef d'État qui a été élu, c'est l'usage diplomatique. Là, pour le coup, Marine Le Pen a en quelque sorte fait un peu de zèle, mais elle en a parfaitement le droit. C'est pas quand c'est Marine Le Pen, c'est du zèle, quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray. Si. Là, pour le coup, c'est... Mais tout le monde comprend, vous savez.
Mais non, on n'a c'est pas pas la besoin question. de longuement disserter. C'est-à-dire que vous passez à Macron ce que vous ne passez pas à Marine Le Pen. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Autre question. Non, pas du tout. Alors là, Michel Onfray, on s'arrête quand même un instant parce que vous pouvez me faire dire ce que je ne dis pas. Il y a la question en effet des usages qui est que automatiquement un chef d'État félicite un autre chef d'État. Et ensuite, il y a la question politique. Si je ne m'abuse, Marine Le Pen n'est pas encore présidente. Emmanuel Macron est un grand Et vous démocrate. remarquerez qu'Emmanuel Macron n'a pas... est une grande fasciste. Donc c'est vrai, ça change. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis simplement que hier, en l'occurrence, Emmanuel Macron n'a pas encore félicité... Vous les laissez penser. Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là? Vous êtes méprisante quand on vous. Mais non, mais parce que vous posez des questions, vous ne donnez pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a deux situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron, tout chef d'État qu'il est, n'a pas encore félicité le vainqueur des élections hollandaises. Il attend simplement que ce soit officiel. C'est une question de diplomatie. Oui, absolument. C'est tout. Je ne disais pas qu'il y en a une qui est fasciste et pas l'autre. C'est vrai. Je dis simplement qu'il y a une question de règles. Diplomatie et Marine Le Pen est une fasciste, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est moi qui le dis. Vous avez bien vu que c'est moi qui suis en train de dire. Michel Onfray, je vous interroge sur Geert Wilders. Oui. Anti-islam, anti-immigration, anti-Europe libérale, en effet. Il dit comme slogan les Pays-Bas avant tout. Il estime qu'il n'y a pas de c'est quand panique. même plutôt pas mal, non, de dire ça. Vous vous rendez compte quand on fait l'éloge de chefs de l'État qui nous disent Trump c'était un salaud parce qu'il avait dit l'Amérique avant tout. Donc en France on dit quoi? Pas la France d'abord, pas les Français d'abord, les Français après, les Français ensuite, la France après. Vous pensez que c'est le rôle d'un chef d'État de dire je suis le chef de l'État français, mais en même temps c'est d'abord autre chose, ensuite la France. Je suis sidéré, moi, qu'on puisse imaginer qu'on est un dangereux personnage quand on est à la tête de l'État et qu'on a juste envie de protéger les citoyens, les sujets de la République. On défend, on est là pour ça. Quand on est élu, comme on a été élu, pour M. Macron, on devrait dire les Français d'abord. Ça me paraît évident, c'est pas fasciste, ça. Et Michel Onfray, c'est vrai que vous parlez, vous mentionnez Marine Le Pen à l'instant. On se souvient que en 2002, vous aviez créé l'Université populaire de Caen après le choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, vous vous évertuez à dire que Marine Le Pen n'est pas fasciste. À l'époque, il me semble que c'était un combat que vous meniez. Et vous aviez d'ailleurs créé cette université pour ça. Le père, la fille, pareil quoi. Justement, non, je vous pose la question. Est-ce que vous estimez que vous savez qu'il vous arrive sur vos plateaux d'inviter des communistes qui ont été responsables du pacte germano-soviétique? Ça vous gêne pas d'imaginer que le PC a changé? Je sais pas si ça me gêne pas. Vous les invitez. Non, mais et je n'entends jamais parler du pacte germano-soviétique sur aucun plateau. François Mitterrand, en 76, je crois, ou 72, je ne sais plus, Congrès d'Épinay, disait que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. Vous avez vu aujourd'hui qu'ils ont rompu avec le socialisme, avec le capitalisme, ces gens-là? Il y a eu parmi les écologistes des gens qui ont défendu le nazisme tout au départ. Il y en a eu. Je ne suis pas de ceux qui font payer aux enfants les fautes des parents. Je ne suis pas chrétien, moi. Je ne crois pas que Adam il a fait une sottise et qu'aujourd'hui, il faudrait que nous payions cette sottise. Je regarde ce que fait Marine Le Pen, je regarde ce que fait Jean-Marie Le Pen. Je suis peut-être un des rares à avoir lu les 1000 pages des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Ce sont les mémoires d'un antisémite. Ce sont les mémoires d'un fasciste. Ce sont les mémoires d'un pétiniste et d'un vichiste. C'est écrit. 1000 pages. Je les ai lues. J'ai un texte. Il est prêt. Il paraîtra le moment venu. Sur Jean-Marie Le Pen. Ça n'est pas exactement la même chose. Il a des condamnations longues comme le bras sur des questions d'antisémitisme que sa fille qui a fait très exactement ce que le Parti communiste a fait sur son parti. Je ne reprocherai pas aujourd'hui à Roussel de procéder du pacte germano-soviétique et donc d'être un antisémite parce qu'il aurait hérité de ça. Donc je regarde sa fille, j'écoute ce qu'elle dit, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que son père dit. Ça a changé de nom, ça a changé de personnage, c'est plus exactement le même projet, le même programme. Le père était libéral, ça aurait dû vous plaire, ultra-libéral. Et la fille ne l'est pas. À tous ceux qui pensent effectivement que l'Europe libérale, c'est formidable. Faire le procès des médias qui seraient forcément ultra-libéraux. Michel Onfray, restons justement sur vos réponses. Arrêtez de faire le procès des médias qui seraient forcément ultra-libéraux. C'est pas parce qu'ils sont tous détenus par des... c'est pas parce que la grande majorité est détenue par des milliardaires que tout de suite, arrêtez quoi. C'est n'importe quoi de dire ça. Elle est brillante, vraiment brillante dans cette interview. Je tenais à le souligner. Apolline de Malherbe, très très haut niveau, qui nous expliquait tout à l'heure qu'elle ne savait pas si elle pensait ça. C'est du brillant, vraiment c'est du brillant. Et Onfray, je sais qu'il y a des grognons qui peuvent pas le piffrer, mais il est quand même balèze. Là on savoure là.
Ce que vous dites, Jean-Marie Le Pen, il est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'il y a eu ce débat, vous vous en souvenez, ça s'est d'ailleurs passé sur ce plateau, Jordan Bardella, l'actuel président du parti, qui a eu du mal au départ à reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Comment vous avez ressenti justement, vous êtes très clair, vous dites c'est les mémoires d'un antisémite, point barre. Oui. Pourquoi cette difficulté à l'assumer du côté du RN justement ? D'assumer quoi ? De Jordan Bardella, qui ne voulait pas le reconnaître comme tel. Vous savez, il y a dans un dessin animé, un type qui déplace les trous pour que vous puissiez tomber vraiment dedans. Les médias, ils font ça en permanence avec un certain nombre d'individus. Pas d'autres. D'autres, c'est tapis rouge. Et d'autres, c'est le trou. Et on déplace le trou, il faut absolument tomber là-dedans. Jordan Bardella n'était même pas né. Je pense qu'il a une culture de parti. C'est-à-dire qu'il a les éléments de langage que lui fournit le parti. Il est bien, il est intelligent, il est cultivé, etc. Il fait ce qu'il faut, il fait son boulot, il s'en va. Et d'un seul coup, on lui propose une question. Il n'avait pas prévu ce genre de question. C'est pas hyper surprenante. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite ? Alors que c'est à la veille de la manifestation contre l'antisémitisme, c'est pas non plus. Non, mais je veux dire que c'est un piège. C'est pas un piège, non. Si, c'est un piège, parce que où il répond oui, et d'un seul coup, ça devient un problème. On dit, ah oui, alors ce parti. Ça clarifie les choses. Où il répond non, et c'est de toute façon un problème. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Vous vous rendez compte, dans ce parti, qu'est-ce qu'il a dit, puis après, de manière interne. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas dans ce parti. Je dis simplement qu'à un moment donné, le problème, c'est pas de savoir si Jean-Marie Le Pen étant fasciste ou étant antisémite, sa fille le serait, c'est que des gens réduisent leur repas aujourd'hui parce qu'ils sont pauvres. Des gens aujourd'hui n'ont pas l'argent pour acheter les cadeaux de Noël de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Des gens qui travaillent aujourd'hui dorment dans leur voiture. Et les tenants de cette Europe libérale nous disent « c'est formidable, on n'a pas assez d'Europe, il nous en faudrait un peu plus ». Si ça va pas bien, c'était comme avec le goulag, il y avait du goulag parce qu'il n'y avait pas assez de marxisme. Ça va pas assez loin, l'Europe libérale. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Le vrai clivage, c'est Maastricht, pas Maastricht. Moi, je fais un travail de philosophe, c'est-à-dire je fais pas un travail de moraliste en disant c'est pas bien, regardez ce blond peroxydé qui a gagné les élections, comme c'est pas bien, ce fasciste, je dis pourquoi les a-t-il gagnés ? C'est mon travail de philosophe, moi. D'après vous ? Parce qu'il y a de la misère, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a des gens à qui on dit votez, mais si vous votez mal, on va mettre votre vote à la poubelle. Parce que des gens entendent des intellectuels qui les défendent et qui s'entendent traiter de fascistes, qui s'entendent traiter de type d'extrême droite en permanence. Parce que des gens disent... Vous êtes blessé, Michel Onfray. Attendez, si j'étais blessé, je serais mort depuis longtemps. Ça fait longtemps que je vous interviewe régulièrement et je vous trouve aujourd'hui particulièrement... presque agressif, c'est-à-dire presque comme un animal blessé qui se dirait il faut qu'on se batte. Pourquoi ? Mais je suis pas, je serais mort si je n'avais pas supporté ça. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Moi, je vous rappelle que, merci pour votre invitation, je suis interdit de service public. Je suis interdit de service public. Vous avez longtemps été sur le service public. Je me souviens d'été où nous passions dans les voitures. Oui, si ma sœur en avait, ce serait mon frère. Donc, je suis en train de vous dire que je suis... avec Michel Onfray. Si vous ne voyez pas la différence entre je suis interdit de service public et j'étais, vous voyez, je ne parle pas au passé, je parle au présent. Donc oui, quand je vous parle du présent, me parlez du passé. Alors parlons du passé. Bon, je crois qu'on peut le dire officiellement, il la prend pour une conne, on va pas se mentir. Alors, il a peut-être pas beaucoup à se forcer, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, j'ai été invité longtemps sur France Culture, on y diffusait mon cours et je faisais 1 million de podcasts. Et j'ai été viré un jour, pour quelle raison ? Je sais pas. Ah ouais, moi non plus. Je vous dis simplement qu'il y a un moment donné où, quand vous dites aux gens allez voter, et que quand les gens votent, vous leur dites vous avez mal voté, vous avez voté pour un fasciste, ou alors vous avez voté pour Marine Le Pen, peut-être qu'elle n'est pas fasciste, mais son père l'étant, c'est quand même dangereux de voir les gens. Vous vous rendez compte, et s'est retrouvé à une table où il y avait aussi un fasciste, etc. Essayons de comprendre, et justement, vous dites que vous êtes philosophe, où il y a des communistes dont le parti a été responsable du pacte germano-soviétique. Je le dis parce qu'on ne le dit pas assez, on ne le dit pas beaucoup, et sûrement pas sur vos chaînes. De la France aussi d'aujourd'hui et de la France de demain. Vous faites l'analyse que Geert Wilders arrive en tête aux Pays-Bas sans raison. Parce qu'il y a des raisons, notamment de fracturation, de difficultés, de pauvreté. Est-ce qu'il y a les mêmes causes ici qui produiront donc les mêmes effets ? Évidemment, c'est tout le problème européen. Vous avez cette Europe dans laquelle, effectivement, on fabrique de la paupérisation. Le ruissellement, vous savez, la fameuse théorie libérale. Quand il y aura des très riches, les pauvres sont moins pauvres. Ça ne marche pas. La main invisible du libéralisme, laissez faire la main invisible, vous verrez, il y aura une espèce d'économie, de l'harmonie et de l'équilibre. Ça ne marche pas. Ce que produit le libéralisme, c'est ce que Marx appelle la paupérisation. Des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, des riches de moins en moins nombreux et de plus en plus riches. Cette Europe produit de la paupérisation. Et après, quand vous avez des pauvres, vous vous étonnez que les pauvres puissent dire « au secours ». 1, on ne va pas voter parce que vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit. Et 2, quand on va voter des gens qui sont contre vous. Je vous dis que je fais un travail de philosophe, pas un travail de moraliste en disant il est bien, il n'est pas bien ce garçon, il faudrait le même, il ne faudrait pas le même, etc. Si vous cherchez à savoir pourquoi il y a le pire,
c'est parce qu'effectivement, il est produit par une situation dont on nous dit elle n'est pas encore assez radicale. Plus d'Europe encore. Plus de libéralisme encore. Ajoutons l'Ukraine à cette Europe. Ajoutons tous les pays qui ne sont pas du tout des pays démocratiques. Jadis, il y avait des obligations pour rentrer dans ce pays, pour rentrer dans l'Europe. Maintenant, c'est fini. Donc l'Europe avance tête baissée alors qu'elle devrait reculer, d'après vous. L'Europe, elle devrait être européenne et sociale. Elle n'est pas européenne et sociale. Elle fonctionne comme une espèce d'État à part, un État impérialiste en plus. C'est-à-dire, elle avance en disant « je veux des pays, je veux des pays, je veux encore des pays ». Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Elle est contre pour les, vous, contre Marine les nations. Le Pen est effectivement tout à fait en mesure de remporter les prochaines élections. Évidemment, ça me paraît évident, tout est fait pour ça. Vous faites tout pour ça. Mais qui fait tout pour ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans votre rhétorique. Parce que je la continuerai jusqu'au bout. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce qu'il faut pour que ça ait lieu comme ça. Et quand ça a lieu, de dire « oh là là, c'est quand même pas bien ». Si vous voulez que ça n'ait pas lieu, faites de telle sorte qu'on ait le souci des pauvres, des miséreux, des gens qui sont des oubliés, les sans grade, le petit peuple, à qui on envoie d'ailleurs la soldatesque. Quand il y a les gilets jaunes, là, il y a de la police. Pas dans les banlieues, il n'y a pas de police dans les banlieues. Mais quand il s'agit d'être un gilet jaune, on envoie des CRS. On envoie des gens qui vous arrachent les yeux, qui vous arrachent les mains, etc. Quand il s'agit de cogner sur les Français moyens ou sur les Français des gilets jaunes, alors là, la police, ça marche. L'État, ça marche aussi. Mais dans d'autres endroits, c'est bizarre, ça ne marche pas. À propos justement de ces questions d'autorité, de rapport à l'autorité et de violence, il y a eu le drame de Crépol. Emmanuel Macron, hier, a parlé d'un terrible assassinat. Gérald Darmanin a parlé d'un ensauvagement qui montre la faillite générale de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots ? C'est pas suffisant. Oui, on peut faire de la généalogie comme M. Darmanin et voir que depuis mai 68, il y a un effondrement de toute autorité. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de prof, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est le retour des tribus tels que Darwin les racontait. C'est quoi, c'est le retour de la jungle ? Oui, c'est la loi de la jungle. Il y a des gens qui se tramalent avec des couteaux sur eux. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire dont l'un a été condamné pour avoir porté un couteau et qui avait dans ses condamnations l'interdiction absolue de se promener avec un couteau. Et ça sert à quoi d'avoir l'interdiction de se promener avec un couteau ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi quand aucune police ne peut vérifier que ce monsieur porte ou ne porte pas un couteau ? Imaginez que la police dise... Vous voulez dire que les faits de justice ne sont pas respectés ? C'est sur le papier, tout ça c'est comme Darmanin et Macron. Ce crime ne restera pas impuni. Monsieur, vous n'avez pas le droit de sortir avec un couteau. Et s'il sort avec un couteau, qui le saura ? Qui le vérifiera ? Vous imaginez la police qui vient voir ce monsieur en disant « Monsieur, vous avez été condamné, vous n'avez pas le droit de porter un couteau. On voudrait vérifier que vous portez un couteau. » Mais il fait ça. Mais vous avez tout de suite dans la rue la France Insoumise et leurs copains qui vont vous expliquer que c'est inadmissible, contrôle aux faciès, qu'on a bien le droit d'avoir eu un couteau un jour et de commettre une erreur, que c'est pas pour autant qu'on est un délinquant la vie entière, etc. Et vous avez des manifestations Adama Traoré, tout le tralala, et ça continue. Donc évidemment, on va pas vérifier que ce garçon ne porte pas un couteau, il en porte un. Mais qu'est-ce que vous faites avec un couteau, dit-on, de 25 cm sur vous, que vous estimez pour aller, dit-on, au bal, gentiment, juste pour danser. Depuis, il a été arrêté. Oui. Il est en garde à vue. Il était en fuite. Il était en fuite, en effet. Vers Toulouse. Oui. Pour aller, semble-t-il, vers des... Mais cessez de me demander ce que je veux dire quand je le dis clairement. Je suis peut-être un de ceux qui disent le plus clairement les choses. Je dis simplement qu'il était en état de fuite et que cette fuite ne s'arrêtait pas à Toulouse. Qu'il y avait assez probablement le désir de partir ailleurs, de quitter la France et de partir à l'étranger. Frédéric Ploquin, ici même hier matin, disait que, selon toute vraisemblabilité, une partie cherchait peut-être à rejoindre le Maghreb. L'Espagne, puis le Maghreb. C'est étonnant. Moi, je vous aurais pas dit qu'il avait l'intention d'aller en Islande. Hein. Ça me paraissait évident que ce garçon, il n'avait pas l'intention. Mais il est en roue libre. Effectivement, c'est une bête blessée. Mais Onfray est en roue libre. Je l'ai jamais entendu dire, être aussi clair sur ce genre de propos. Le coup de l'Islande, bien sûr que c'est dans son discours. Il y a l'aspect migratoire qui est dans ses réflexions politiques. Mais là, à mon avis, il s'est passé un truc. Il a dû se faire rayer sa bagnole le matin parce qu'il était remonté. Intention d'aller se réfugier en Islande. C'est tout ce que je dis, comme vous diriez. Pourquoi évident ? Mais enfin, je ne vois pas pourquoi vous demandez des explications. Mais au contraire, vous êtes en train de déplacer le trou en espérant que je vais tomber dedans. Mais parce qu'effectivement, ce sont des gens dont c'est vraiment... Parce qu'on nous a dit, vous vous rendez compte, il est français du centre-ville de Romans-sur-Isère. Donc vous avez bien compris. Par le procureur qui était de nationalité française, né mais à le problème, c'est pas la nationalité française aujourd'hui. Vous avez des gens dont... Vous diriez comme Marion Maréchal quand elle parle... Je ne dis pas comme Marion Maréchal. Elle parle de français de papier. Oui. Et vous avez Bassam, par exemple, je crois, j'ai vu ça ce matin, un influenceur qui nous dit « arrêtez de déconner », etc., avec le langage qui est le sien. Et puis à la fin, il dit « s'il y a une guerre civile, il ne faut pas déconner, je vais être obligé de choisir mon camp et ce ne sera pas le vôtre ».
D'un seul coup, il nous dit qu'il faut arrêter parce qu'il ne faut pas stigmatiser notre communauté, mais le Est-ce jour... qu'il faudrait refuser la double nationalité ? Ah ben on n'a pas le choix pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense qu'il y a effectivement des textes de loi en 1962 avec les accords d'Évian qui font que les Algériens ont des pouvoirs en France que personne n'a, parce que la guerre d'Algérie leur a permis d'avoir ces pouvoirs-là. Je ne vois pas pourquoi on a ces pouvoirs-là quand aujourd'hui, quand vous allez en Algérie et que vous écoutez la télévision, le FLN nous donne toujours l'impression que la guerre est même pas terminée d'hier soir, qu'elle est toujours en cours contre les Français. Quand le chef de l'État algérien est malade et qu'il a un cancer, il vient se faire soigner en France. Très bien, bravo, accueillons-le. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit en même temps que la France c'est ceci, c'est cela, etc. Il y a un moment donné où il faudrait une politique très claire à l'endroit du Maghreb. L'islam ne pose pas un problème en France. Il ne pose pas de problème, l'islam en France. Vous avez des Indonésiens qui ne posent aucun problème et qui sont musulmans. C'est le Maghreb islamique qui pose un problème parce qu'il y a eu les relations historiques que nous avons eues avec eux pendant très longtemps. Nous sommes dans la componction permanente, perpétuelle. On dit on a eu tort, on n'a pas été bien, etc. Faisons de l'histoire. Expliquons ce qu'a été le FLN. Oui, d'accord, l'Algérie française. Oui, d'accord, la torture. Mais tout de même, le FLN, la LN, les Oradour-sur-Glane qui ont été fabriqués par le FLN, mais etc. Mais là, on n'a pas le même passé que nous par rapport à ça. Oui, et j'entends vous bien. avez vu le résultat aujourd'hui ? Ah bah parce qu'il y a des relations, semble-t-il, entre l'immigration et un certain nombre de faits délinquants. C'est assez facile à voir. Il y a une époque, quand vous le disiez, on était fasciste. Aujourd'hui, on est encore un peu. Simplement, il y a un peu de sociologie qui nous en fait un peu la démonstration. Mais ça paraît normal en même temps. Hein. Je dis pas, moi, ça vient des gènes. Je dis simplement que quand vous refusez de vous intégrer dans une société, quand vous n'avez pas la langue de cette société, quand vous n'avez pas l'argent, le pouvoir d'achat qui vous permet de vivre dans cette société, que vous avez traversé la Méditerranée et que vous vous retrouvez à Caen, par exemple, qui est une ville que vous connaissez, vous ne pouvez pas vivre si vous n'arrachez pas de temps en temps un sac à une vieille dame, si vous n'êtes pas en train de faire un peu de trafic. Donc il y a aussi cette question de la sociale, pauvreté et sociale. Michel Onfray, on aurait pu aussi parler de Jésus ou du fétiche et de la marchandise qui sont donc vos deux derniers livres. Merci d'être venu. Je rappelle bien sûr que vous êtes philosophe. C'est vrai que le mec déboule pour un livre sur Jésus, ils n'en ont pas parlé d'un sucre, c'est génial. Mais je voulais vous la montrer celle-là. Pour tout vous dire, je l'ai vue ce week-end la vidéo. Je l'ai vue ce week-end, mais je voulais absolument vous la partager. C'est ce qu'on appelle un 6-0, 6-0, 5-0 dans le dernier set. Et là vraiment, 6-0 dans le dernier set en fait. Voilà, 40-0. Non, Michel Onfray avec toutes les réserves qu'on peut avoir et j'en conviens bien évidemment, il n'y a pas de problème. Record très très belle perf de Michel Onfray qui a été extraordinaire et Apolline de Malherbe. Voilà. On est vraiment sur une avoinée de l'espace avec un truc qui nous amène dans le métavers. Hein. C'est-à-dire Onfray qui cite Bassem, qui met des missiles pendant des heures à Apolline de Malherbe. C'est un plaisir assez extraordinaire. On va pas se mentir, c'est un plaisir extraordinaire, les amis. Je crois que voilà, c'est dithyrambique dans le chat, tout le monde a apprécié, je crois, cet échange. Ça a été beaucoup de plaisir. Ça a été beaucoup de plaisir, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la vie, c'est comme ça. Les copains, on s'est tout dit pour aujourd'hui. On va bien sûr se retrouver normalement demain. Demain, c'est grosse journée parce qu'il y a alerte générale. Et après, il y a une surprise. Je suis sur une autre chaîne. Je ne peux pas encore le dire. C'est surprise. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Donc demain, je suis en direct de 18h à... on ne sait pas trop. Et alors peut-être qu'il y aura un mini juste bistrot avant pour dire. On va voir. Au pire, ce sera mercredi. Mais voilà les amis. En tout cas, ce que vous savez, c'est ce soir, 21h. Notez-le dans vos agendas. Vous mangez bien avant. Par exemple, des lasagnes. Les lasagnes, c'est bon. Vous mangez des lasagnes. Et après, vous venez à 21h sur la chaîne de Dirty Tommy. C'est un camarade. Lui, son truc, c'est le Cinoche. Et on va parler Cinoche et Dirty Tommy. On va parler de Napoléon, le film Napoléon. Voilà. Et j'espère qu'on va se régaler, les copains. Donc, ce sera à 21h chez le camarade Dirty Tommy. Je vous mets le lien de sa chaîne. Voilà. Si vous voulez vous abonner, ça fait plaisir. On est entre nous. On se soutient entre collègues. Je vous mets le nom de sa chaîne dans le chat. À 21h, les copains en pleine forme, en direct pour l'émission. Voilà, les amis, je crois qu'on s'est tout dit. Je vous embrasse. Alors, en direct sur YouTube, voilà, sur sa chaîne. Tout est dit. Je vous embrasse, les copains. Passez une excellente soirée. On se retrouve plein gas. Je vais essayer de faire un petit juste bistrot quand même pour dire. Et dans tous les cas, ce sera l'alerte générale avec les copains Alexis Vidal et Nicolas Poulain. Voilà, je vous embrasse, les amis. Passez une excellente soirée. À tout à l'heure pour ceux qui seront là. Vive la rigolade et vive la France. Allez, bisous.